Aujourd'hui, dans toute une histoire, vous allez faire la connaissance d'Alexandre et de son entourage. J'ai toujours trouvé mon plaisir dans l'excès, en tout genre. J'ai le malheur de dire, tu vas voir, je vais passer à 200 devant toi. À 180, j'ai perdu le contrôle et je me suis fracassé dans un mur en frontal. Je me suis vite dit par après, voilà, si je veux m'en sortir, il faut que je me bouge. Et à 32 ans, il a déjà le sentiment d'avoir vécu 3 vies. Des vies qu'il a toutes brûlées par les deux bouts. Se retrouver du jour au lendemain patron de discothèque quand on a 21-22 ans, à ce moment-là, forcément, c'est les sorties, c'est l'alcool, c'est les drogues aussi, il faut le dire. On a été, je pense, suffisamment malin à ce moment-là pour se dire, voilà, arrêtons entre guillemets toutes ces bêtises. J'ai créé une société qui s'appelle VIP Belgium, avec l'idée d'organiser des événements de prestige, on va dire. Ça m'arrive tout le temps de voyager. Je contacte l'hôtel. On me dit, oui, il n'y a pas de souci, c'est accessible. J'arrive sur place, évidemment, ça l'est pas. Donc vous avez fait quoi, un guide de l'accessibilité? Donc voilà, j'ai créé une association qui s'appelle Wheeling Around the World. Et donc c'est vrai que tout ce que j'entreprends, je veux le faire à fond. À ses côtés, le chanteur Renaud Hanson, qui se retrouve beaucoup dans son parcours. Plein de points communs. L'excès, les filles. Moi, j'ai été un artiste du faux pas. Donc de la rechute. Bonjour à tous. Ce numéro de toute une histoire, nous avons choisi de le consacrer à Alexandre, un jeune homme de 32 ans dont le parcours nous a tous scotchés à la rédaction. À 16 ans, il s'est brisé le corps en moto, un jour où il tentait d'épater ses copains en appuyant trop fort sur l'accélérateur. Depuis, il a le sentiment d'avoir vécu 3 vies, des vies dont il va nous parler tout au long de l'émission. Le chanteur Renaud Hanson, qui a de nombreux points communs avec lui, nous rejoindra un peu plus tard. Lui aussi a eu une vie en dents de scie, rythmée par de nombreux excès. Le docteur Carilla, psychiatre et addictologue, est à mes côtés pour commenter ces 2 chemins de vie qui se répondent et qui se complètent. Alexandre, vous êtes à un moment charnière de votre vie. Pourquoi ? J'ai sorti un livre qui s'appelle Ma vie à 200 à l'heure le 3 octobre. Et c'est ce que les Américains appellent le 50-50. Donc c'est-à-dire que c'est le jour de ma vie où j'ai passé autant de temps avant mon accident qu'après mon accident. Donc c'était un peu la symbolique pour moi. Merci en tout cas d'avoir accepté Avec notre plaisir. invitation. On va remonter ensemble le fil du temps pour mieux comprendre votre état d'esprit et le fait qu'aujourd'hui vous ayez besoin de faire le point sur votre vie. Dans quelle structure familiale vous avez grandi ? Éducation classique, on va dire, dans un milieu tout aussi classique. Donc pas un milieu aisé, on a vécu correctement mais sans excès. Vous étiez quel genre d'enfant ? J'étais, je pense, j'ai toujours bien aimé faire des bêtises. J'ai toujours été le premier à relever des défis, le premier à... Voilà, il suffisait que mes amis me disent on est certain que tu n'oses pas le faire pour que je le fasse, évidemment. Alors, le 9 mai 1999 est un jour qui restera gravé dans votre mémoire. C'est ce jour-là qui a dicté le reste de votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé ? En gros, on fêtait la fête des mères en Belgique. Je me réveille, ce qui était le matin pour moi, mais il était quand même 14 heures. J'étais sorti la veille. Une belle journée. Et puis là, donc, je sors, je vois la moto de mon beau-père garée devant la maison. Et on habitait, comme on le voit sur la photo, on habitait dans une petite rue donc, qui terminait en cul-de-sac, dans laquelle il n'y avait pas de passage. Et je lui demande tout simplement de faire un petit tour, de rentrer la moto dans le garage. Et puis au moment où ils sont pas trop attentifs, je décide d'aller faire le malin devant des amis, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Je me rends jusque chez 2 de mes amis, l'un dormait, l'autre était éveillé. Et puis là, forcément, tout de suite, alors la moto, elle avance. Et j'ai le malheur de dire, tu vas voir, je vais passer à 200 devant toi. C'était une petite rue de village où on est autorisé à rouler à 30 km/h maximum, qui avec une mauvaise visibilité. Et puis, mon manque d'expérience faisant, à 180, j'ai perdu le contrôle et je me suis fracassé dans un mur en frontal. Voilà. Donc,
Vous étiez dans quel état? Donc, forcément bien amoché. Conscient? Conscient au départ, oui. Après, j'ai fait 2 semaines de coma. Mais multiples fractures, 9 fractures dans la colonne vertébrale, poumons perforés. Enfin, je vous passe tout le reste des blessures en tout genre. Mais oui, j'étais bien amoché, ouais. Alors, tout au long de cette émission, nous allons découvrir le témoignage de plusieurs personnes qui ont croisé votre route. Ils ont envie de vous faire cette belle surprise. On va commencer avec 2 amis de cette époque. L'un d'eux, Salvatore, était présent le jour de l'accident. On écoute leur message et on en parle après. J'ai connu Alexandre devant chez un ami Jimmy. On était tous avec nos mobylettes, on traînait devant. Et un jour, Alex est venu avec son tout beau scooter, tout rouge, tout neuf. Et voilà, ce jour-là, on l'a remarqué, on s'est dit, tiens, c'est quoi ce petit bourgeois? Et il nous a fait forte impression. C'était un garçon avec beaucoup d'assurance et qui avait déjà envie de beaucoup bouger à l'époque. Il n'avait pas encore l'âge d'aller en boîte et malgré tout, il voulait déjà sortir en boîte. Le jour de l'accident, j'étais dans ma chambre, on était sortis la veille. J'ai entendu vraiment un vrondissement de moto qui allait très fort. Et juste après, un choc. Je me suis encouru pour aller voir. Je me suis rendu compte que c'était lui, que c'était Alexandre, sans me dire que c'était si grave. Je me suis tout de suite ramené sur le lieu de l'accident et puis de là, tout s'est enchaîné, hein, l'hôpital et la suite qu'on connaît, quoi. Quand les médecins nous ont annoncé qu'il ne bougerait plus et qu'il aurait besoin d'assistance certainement toute sa vie, j'étais désemparé. Si je dormais pas, peut-être que j'aurais dit un mot pour pas qu'il fasse la bêtise de rouler en moto. Si j'avais pas appris à rouler en moto, il y a plein de trucs qui ont fusé dans ma tête et j'ai dû m'asseoir et vraiment, je savais plus où j'étais. On a essayé d'être là le plus souvent possible auprès de lui pour le soutenir. Ses parents nous ont prévenus qu'on ne devait pas le prévenir de son handicap. On n'en parlait pas directement avec Alexandre au début, on a fait un peu comme si de rien n'était, comme si tout était normal. Il fallait vraiment absolument rentrer avec un grand sourire et ne rien lui montrer. Tout ça nous a fait vraiment grandir d'un coup. On a senti qu'il fallait être responsable, on était responsable de notre ami, on voyait qu'il comptait sur nous. Et voilà, là il faut aller avoir quand même un peu de maturité, et chose qu'on n'avait vraiment pas du tout avant l'accident. On est vraiment devenus comme des frères avec ça, quoi. Ça vous fait plaisir de voir Oui. ses amis? Ouais, vraiment. Qui ouais. sont-ils? Il vient de le dire, c'est vrai que pour moi, c'est comme des frères, vraiment. J'ai grandi enfant unique, donc on s'est rencontrés, on habitait tous à 100 ou 150 mètres l'un de l'autre, et on a évolué ensemble, on se voyait tous les jours, tout le temps, on est partis je ne sais combien de fois ensemble en vacances, etc. Donc c'est vraiment, c'est comme si c'était ma famille, et c'est vrai que c'est une belle surprise. Alors, le frère de Salvatore, qui s'appelle lui aussi Giuseppe, était également là. Et c'est surtout pour l'épater, lui, que vous avez tenté ce défi de vitesse. Il a tenu à vous faire la surprise d'être ici aujourd'hui. Ouais. Bonjour. Donc, vous vous connaissez depuis que vous avez quel âge? Moi, j'en avais 17. Moi, 13. Oui, Voilà, donc vous êtes un peu plus âgé. je suis un peu plus âgé. Ouais. Ce 9 mai 1999, qu'est-ce qu'il vous a dit quand il est venu avec sa moto chez vous? Il est venu avec une grosse moto chez moi alors qu'on était encore occupé avec des mobylettes. Et en fait, je l'ai un peu charrié hein, en disant qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que ça va aller pour rouler ça et tout ça? Et bon, il était fier, hein, donc du coup, il me dit, écoute, tu vas voir, je sais monter d'ici. Enfin, c'était une rue très petite, très courte. Et en fait, il voulait passer à 200 km/h devant moi pour m'épater. J'ai accepté le défi. Vous n'avez pas tenté de l'en dissuader? Non, je voulais le voir vraiment avec cette moto monter à cette vitesse-là. Donc vous l'avez encouragé à aller Je aussi l'ai vite? encouragé, oui. Vous avez assisté à l'accident? J'ai assisté à l'accident, oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Au début, je me suis plus inquiété pour la moto de son papa, parce que je me suis dit,
Et je me suis dit, voilà, il a pris la moto de son papa et puis il a cartonné. Mais après, quand j'ai vraiment réalisé que j'ai vu Alexandre à terre, là j'ai eu très peur. Mon premier réflexe, je l'ai vu trembler, donc je suis couru chez moi pour prendre une couverture, pour le couvrir. Et puis je ne me rappelle plus vraiment, j'ai dû crier ou je ne sais pas comment ça s'est passé. Est-ce que vous êtes culpabilisé Oui. de l'avoir incité à aller Oui, aussi vite? tout de suite, oui. Oui, Ça doit être terrible. c'est terrible, oui. Et aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, en voyant son parcours, je suis très fier. Hein, Mais cette culpabilité, elle est toujours là? un petit peu, Vous y pensez encore? oui. Vous le saviez, Alexandre? Qu'il Bah, je portait savais cette plus qu'il culpabilité? culpabilisait. Je savais pas qu'il culpabilisait encore. J'ai su qu'il a culpabilisé un moment. Il vous l'a dit? Il me l'a dit et je pense lui avoir aussi dit qu'il fallait pas au final parce que l'erreur vient de moi. Enfin moi en tout cas je le vois comme ça. Je l'ai jamais considéré comme responsable. En d'autres termes, vous ne lui en avez jamais voulu? À lui, Ouais. très honnêtement pas trop. Non. Peut-être au tout début ou quand on me l'a annoncé, mais très vite je me suis rendu compte que c'était de ma faute. Enfin au final. Parce il que m'a- très vite, le diagnostic des médecins est tombé. Qu'est-ce qu'on vous a annoncé? Bah, ça, je me rappellerai toujours, un psychologue est venu. Il n'a pas pris de pincettes, donc il est vraiment venu me dire, voilà, tu es tétraplégique, donc à l'époque, je ne bougeais même quasiment pas les bras. Et on m'a dit, il m'a dit, voilà, tu ne seras jamais autonome, tu auras besoin d'assistance tout au long de ta vie, tu vas devoir t'habituer à un nouveau corps, une nouvelle manière de vivre. Donc voilà, et donc c'est vrai que à ce moment-là, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est je veux pas ça, je veux pas vivre comme ça. Tuez-moi, voilà. Trouver une solution, mais Vous avez dit ça au psychologue? Ouais, au psychologue, à mes parents, à mes amis. Donc vous avez dit ça à tout le monde? Ouais. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu? Bah, on m'a répondu, bien entendu, que ça allait aller. Enfin, c'est les discours un peu classiques, hein. T'inquiète pas, ça va aller, etc. Mais avec ce que je venais d'entendre, c'était pas. Non. Dans un premier temps, je pensais à ma vie passée. Et puis tout de suite, j'ai aussi pensé à ma vie future, que j'aurais pas. Les projets que j'avais à l'époque, à ce moment-là, je voulais être reporter, je voulais voyager de par le monde, faire du journalisme, etc. Toutes ces choses-là, elles sont anéanties. Je me disais aussi que j'aurais jamais de copine, que je serais un poids pour tout le monde, que j'allais vraiment être un fardeau pour mes proches, pour ma mère, pour mon beau-père, etc. Donc à ce moment-là, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est les pires des idées, ce sont les pires des idées. En me disant, voilà, si c'est ça ma vie, non merci, donc je vais mourir, voilà. Je vais me tuer. J'allais passer à l'acte, donc je m'étais vraiment fixé une date, 2 ou 3 semaines plus tard. Et moi, c'était pas du tout un appel à l'aide, donc j'en ai parlé à personne. Au contraire, j'essayais de faire bonne figure devant les gens en disant que tout allait bien, que c'était derrière moi. Et donc un jour, j'ai mon plateau repas avec un couteau à steak. Donc un couteau Pointu? plus long et plus pointu et plus tranchant que les autres. Donc je garde ce couteau près de moi en me disant, ça peut servir. Donc voilà, le projet, il était là, c'était de me mettre un coup de couteau au départ. Je pensais en mettre un, j'en ai mis 28. Les 3-4 premiers coups, j'en suis conscient. Et après, je suis parti dans un délire et ça a été de l'acharnement. J'étais, entre guillemets, dans une autre dimension à ce moment-là, ouais. Vous étiez dans un état second? J'étais dans un état second, sauf que j'ai fait ça à minuit, on m'a trouvé à 6 heures, j'étais toujours conscient, en train d'attendre la mort, quoi. Donc voilà. Vous avez une bonne étoile hein, au-dessus de vous, quand même. Il paraît, ouais. Alors, avant de voir comment vous êtes sorti de cette épreuve, comment vous avez ressuscité, hein, parce que quand même, on va demander à votre mère Martine et à votre beau-père Adrien, qui sont avec nous dans le public, de nous rejoindre. Bonjour madame. Bonjour. Asseyez-vous. Voilà, asseyez-vous à côté de lui. J'imagine qu'il doit vous être très pénible d'écouter le récit de ce suicide prémédité. Oui, bien sûr. Tout à fait.
Alors déjà, j'imagine que lors de l'accident, l'épreuve a été terrible pour vous aussi. Ben oui. C'est avec votre moto, Adrien, Eh oui. qu'Alexandre a eu cet accident. Comment avez-vous vécu tout ça, le fait que ce soit avec votre moto? Sur le moment même, je lui en ai voulu, mais je m'en suis voulu encore plus. Dans le sens que je me suis dit, si j'avais pas acheté cette moto, ça serait peut-être pas arrivé. Peut-être. Et puis au fur du temps que le temps passait, on réfléchit, on se dit qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est faire le mieux possible pour qu'ils s'en sortent. Comment vous en êtes sorti de cette tentative? J'ai vu leur visage, là je me suis dit, j'ai fait une belle connerie, quoi. Là, après, vous avez eu quand même un suivi très encadré, Ouais, oui. après par la suite. Au niveau familial et amical. Pas J'ai- médical. Non, non. Peut-être que je voulais pas non plus, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai jamais suivi un traitement avec un psychologue ou un psychiatre ou quoi que ce soit. Non. Alors, familial, amical, mais pas que. J'imagine que dans ces centres de rééducation, Complètement. le personnel, les aides-soignants, les soignants sont d'une grande aide Bien à la sûr. fois physique et psychologique. Il faut bien se dire que pendant presque 1 an et demi, je voyais plus le personnel soignant que mes parents ou que mes amis. Ouais. Alors, l'un des aides-soignants du centre de rééducation dans lequel vous avez passé 1 an et demi se souvient très bien de vous. Justement, il a un message pour vous. On va l'écouter. J'ai rencontré Alexandre il y a 16 ans, quand il a eu son accident. Il a été transféré dans mon service hospitalier où j'étais infirmier. Ça n'a pas accroché directement. Pour bien faire son travail en rééducation, il faut trouver un feeling. J'ai cherché longtemps. Et puis j'ai trouvé, en fait, on a la passion des voyages en commun. Il a dû se battre pour récupérer ses mains. Je l'ai torturé à cette époque-là. Je m'en voulais parfois. À partir du moment où je lui ai montré qu'il était capable de faire des choses qui arriveraient s'il voulait, il m'a cru. Et ça s'est enchaîné et il s'en est sorti comme il voulait. Alors, il s'appelle Eric. Un petit mot sur Eric. Ah ben Eric, effectivement, il s'en cache pas, mais c'est vrai que j'en parle dans mon livre aussi, il y a quelques anecdotes comme ça, mais Eric est homosexuel. Je n'avais aucune notion de ce qu'était l'homosexualité à cette époque-là. Et donc c'est vrai que moi, jeune con que je pouvais être, et je le revendique à l'époque, mais j'avais vraiment ce blocage par rapport à lui. Je bloquais. Et puis... Une petite appréhension. Voilà, une petite appréhension. Et puis c'est vrai que petit à petit, j'ai compris qu'au final, ce qu'il voulait, c'était mon bien. Et c'est vrai qu'il était très difficile avec moi dans le sens où, par exemple, bêtement, le fait de remettre une chaussette pouvait me prendre 20 minutes. Je l'avais à peine mise, ce qui venait, il me l'enlevait. Je disais, mais oh Et voilà, et au final, Un c'était... soutien fort, quoi. Ouais. C'était vraiment... c'était de la limite de la torture. À ce moment-là, je le considérais comme ça. Et donc, je me disais, mais ce gars est là pour m'emmerder. Il vient vraiment... Il est limite payé pour me créer des problèmes, quoi. Et puis forcément, avec le temps, je me rends bien compte que c'est probablement celui qui a été le plus là pour moi, d'autres aussi, bien entendu. Mais en tout cas, c'est celui avec lequel je garde le plus de contact. Et ça reste un très bon ami, un confident. Alors, vous avez quitté l'hôpital l'été de vos 17 ans avec... à nouveau, une rage de vivre, peut-être plus forte que jamais. Quel tournant a pris votre vie à ce moment-là? En regardant une émission de Thierry Ardisson, je découvre Bruno de Stabenrad, qui lui aussi est tétraplégique, même plus atteint que moi, qui a écrit un livre qui s'appelle Cavalcade. Et je le vois donc à la télé, souriant, bonne gueule, vraiment sympa, qui parle de son rapport aux femmes, etc., etc. Et je me suis dit, si lui, il y arrive, moi aussi. Je me suis dit, ok, maintenant... je vais reprendre ma vie en main, je vais avancer. J'ai entrepris des études de commerce, de marketing. Puis très vite, j'ai repris le rythme que je pouvais avoir avant, donc les sorties, les excès aussi de nouveau en tout genre, bien entendu. Alors les sorties, d'accord, c'est pas facile quand on est en fauteuil, il y a des problèmes d'accessibilité. Vous avez pu aller en boîte de nuit comme ça sans problème, vous êtes sortis avec vos copains, comment ça se passait? La bande s'est recréée de la même manière? C'est pas qu'elle s'est recréée, c'est qu'elle est toujours restée, vraiment. Et
Alors que je les connaissais au final pas depuis très très longtemps, depuis 1 an ou 2 quand j'ai eu mon accident. Ils ont vraiment été, donc on était 6, ils ont vraiment été ceux qui ont été le plus présents. On était tout le temps ensemble, donc il fallait rien changer, il fallait tout le temps... Alors vous êtes allé loin parce que vous êtes sorti, mais vous avez fait beaucoup d'excès. Pourquoi des excès et quel genre d'excès? Ben, à ce moment-là, forcément, c'est les sorties, c'est l'alcool, c'est les drogues aussi, il faut le dire. Mais... C'était quoi, le moyen de se prouver qu'on est vraiment vivant? Ben, disons que par rapport à mon handicap, je pense aussi très sincèrement que l'excès, à ce moment-là, me permettait... Le fait d'avoir quelques verres dans le nez et de me retrouver en discothèque, j'oubliais mon handicap. Ouais. J'avais plus ces douleurs qui sont constantes et qui sont quand même lourdes à porter. Voilà, c'est difficile de vivre avec ça. Toujours aujourd'hui? Oui, bien sûr. Des douleurs de quoi? Du membre Du dos, de la nuque, du dos. Ouais. Mais donc voilà, et donc c'est vrai que ce moment d'euphorie me permettait en tout cas d'oublier durant quelques heures. Donc alors les excès, il y avait quoi? Il y avait l'alcool, les drogues, les filles? Les filles aussi, beaucoup. Oui. Donc ça ne vous a pas empêché de séduire? Mais non, en fait, ça je m'en suis vite rendu compte. Mes amis m'ont toujours dit, et c'est ce que je voulais aussi, ils m'ont dit, ok, t'es en chaise roulante, mais pour nous, n'espère pas qu'on te considère comme une personne handicapée. Donc on ne te fera pas de cadeaux, et j'en voulais pas, donc c'est très bien. Donc ils ont vraiment continué à me prendre avec partout. S'ils allaient dans un club où il y avait 150 marches à l'entrée, ils allaient me porter pour que j'y aille aussi. Donc j'ai vraiment vécu, entre guillemets, sans cette barrière de l'accessibilité grâce à eux. Et ça m'a permis de faire plein de choses. Et donc, effectivement, je me suis assez vite rendu compte, toujours en discothèque notamment, qu'au final, l'engin sur lequel je suis assis est, entre guillemets, quelque chose qui attire ou qui peut attirer. C'est pas un facteur limitant, quoi. Ouais, non. J'ai utilisé ce moyen-là en me disant, on va me regarder, tant mieux. Ça me permettra d'attirer plus facilement... mes proies. Voilà. Et il y en a eu beaucoup. Qu'est-ce que vous appelez beaucoup? Il paraît qu'il y en a eu beaucoup, et parfois plusieurs en même temps. Oui, oui. Donc, bon, on ne va pas s'attarder sur ce dossier. On va écouter à présent un ami étudiant avec lequel vous avez fait les 400 coups à cette période de votre vie. J'ai connu Alexandre, en fait, le premier jour où on a commencé à l'EFEC, c'est une école de commerce. Je me suis dit, tiens, ça va être folklorique cette année, on va voir quelqu'un en chaise roulante. Je me rappelle, il y avait une fille qui m'intéressait dans son groupe, et lui aussi, en fait, s'intéressait à cette fille. Donc, on s'est croisés, en fait, autour du même objectif. Et on a fait connaissance un petit peu en sympathisant comme ça, en rigolant. Il y a la curiosité qui s'est installée. Un exemple, je l'ai vu rentrer dans sa voiture, mais je me suis dit, mais comment est-ce qu'il sait avoir une voiture, en fait? La maison de ses parents, à côté, ils avaient aménagé un garage dans lequel on se réunissait souvent. Et ce garage avait aussi une salle de bain, donc sa vie était dans ce garage. Et il nous arrivait des séquences un petit peu cocasses où il est vrai que tout le monde fumait son pétard ou sa cigarette. Et lui était sur le pont, en fait, devait rester des heures pour digérer ce qu'il allait manger. Et donc c'était des situations un peu spéciales où, en y repensant, en fait, en relisant le livre, ça m'a rappelé ces moments assez spéciaux et rigolants, mais qui à la fin étaient plus rigolos parce que c'était devenu une habitude, en fait. À l'époque, nous sortions vraiment beaucoup. Et à la fin de la soirée, c'était toujours la même chose. Il y avait toujours Alexandre qui était avec une fille sur lui, ou même 2, ou même 3. C'était assez rigolo, en fait, à voir. Je crois qu'il a plus de succès. Il avait plus de succès que nous, quand même. Alors, j'essaie d'imaginer la scène, 1 ou 2 filles, voire 3 sur lui, c'est-à-dire ou sur vos genoux. Ben là, sur les genoux, ouais. Carrément sur vos genoux. Oui. Ah, ça se passe comme ça. Ben, en boîte, on est debout, donc quand elles ont envie de faire une pause, j'étais là. D'accord. Laurent, comment vous expliquez ces excès en tout genre? Je crois qu'Alexandre raconte bien son histoire. Depuis petit, il aime les sensations fortes, il aime l'excès, il est dans le tout ou rien et plutôt dans le tout. Depuis qu'il est petit, il aime les choses. Il aime les coups d'adrénaline, il aime les coups de dopamine surtout, la dopamine qui explose dans sa tête, ça donne plein de plaisir. C'est dû à quoi ça? C'est un tempérament? Ouais, il y a une histoire de tempérament, il y a une histoire de construction personnelle, il y a une histoire de développement de sa maturité, il y a le développement de son cerveau qui joue aussi. Hein. Comme ça, il y a plein de facteurs qui interviennent. Et puis, il rencontre comme ça plein de choses qui lui donnent des coups de fouet dans la tête, dans le cerveau. Les drogues, l'alcool, séduire à fond
pour avoir du sexe. Enfin, c'est tout le même mécanisme, en fait. Lui en fait, sa tête, c'est comme une télé avec le bouton en off, mais qui est jamais éteint, en fait. Et en permanence, il essaye de rallumer la télé, et son cerveau, en permanence, il tourne. Et des fois, il y a des incidents, voire des collatérales graves. C'est vrai. Vous êtes d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, c'est sur ce versant de votre histoire que vous avez de nombreux points communs avec la personne que nous allons accueillir maintenant, Renaud Hanson. On va l'accueillir. Hein. Merci. Ça va? Renaud. Alors, le public vous a découvert en 1988 dans la reprise de Starmania, où vous interprétiez le rôle de Ziggy, puis de Johnny Roquefort. Vous aviez 24 ans. On a un petit message surprise de quelqu'un qui a travaillé avec vous à l'époque. Regardez. Salut Renaud, il y a l'éternité qu'on ne s'est pas vu. T'as formé avec Morane le plus beau duo, Marie-Jeanne et Ziggy, de toutes les productions de Starmania. C'était magnifique. Et quand on a écrit La légende de Jimmy avec Michel Berger, on n'a pas besoin d'auditionner pour le rôle de Jimmy. Michel m'a dit, écoute, moi depuis Balavoine, la plus belle voix qui existe pour chanter ma musique, c'est Renaud Hanson. Alors, on ne discute pas, c'est lui qui sera Jimmy. Un point, c'est tout. Alors, c'est un très beau compliment. Et j'espère que tu t'en souviens dans les mauvais jours. Alors, comme on me dit que tu vas très bien, ça me ferait très plaisir de te voir quand je vais passer par Paris en décembre. Je t'embrasse. C'est Luc qui a voulu que je fasse ce numéro de batterie dans Ziggy. Parce que Ziggy étant un personnage censé être gay, homosexuel, je trouvais que c'était obsolète de faire un danseur. D'abord, je danse pas super bien, donc ça m'arrangeait bien. Et Luc dit qu'est-ce que tu dirais de faire un numéro de batterie pour le personnage de Ziggy? Et je le regarde, et en fait, moi, j'y pensais depuis 2 mois, mais j'osais pas le dire, et je dis quelle bonne idée. Et donc, on a toujours eu cette relation comme ça, très rapide. Bon, on fait ça, d'accord, on fait ça, etc. etc. Quel donc, lien vous avez tissé avec Michel, justement? Avec Michel, c'était un peu plus profond parce qu'il y avait des temps où on se retrouvait à deux. On était, par exemple, pendant La légende de Jimmy, la photo qu'on voit derrière, on était assis pendant la création des éclairages et on était côte à côte et on avait des moments de complicité et des moments d'échange que j'ai pas forcément eu avec Luc. C'est pour ça que je suis hyper touché de ce que je viens d'entendre. C'était au-delà de la complicité artistique à vous entendre. Il y avait une sorte de... C'était un père spirituel. Ouais. Oui, c'était un père spirituel. Oui, d'âme. Hein. Vous étiez où quand il a été emporté par une crise cardiaque? C'est le début d'une succession de malchance après. C'est comme si, non seulement j'avais perdu un père spirituel, mais comme si tout ce qui m'avait fait avancer jusque-là dans ma passion pour la musique, tout allait dégringoler. Michel, c'était une fondation. C'est quelqu'un de... Autant c'était quelqu'un de très doux, autant c'était quelqu'un de très... C'était un visionnaire. Il savait parfaitement ce qu'il fallait faire. Et il savait aussi pour moi. Donc à partir de là, vous vous êtes senti orphelin, perdu? Vous savez, j'ai pas connu mon père. Mon père m'a retrouvé en me voyant à la télé en présentant le spectacle Starmania. Donc j'ai pas vu mon père, qui a eu une vie un peu complexe et dissolue. Je l'ai pas vu de l'âge de 6 ans à mes 24 ans quand je rentre dans Starmania. Donc là, je perds la seule personne, enfin le seul homme à qui je pouvais faire écouter mes chansons, demander un avis. Qui vous donnait un axe, quoi, ouais. qui structurait votre vie et votre avenir. Donc à partir de là... Le seul que j'écoutais surtout, puisqu'il était capable de me dire « c'est pas bien ». Il était très doux. Donc même quand il m'atomisait en me disant « moi j'aurais dit c'est vraiment de la merde ». Et lui il me dit « c'est pas très bien ».
C'était la figure paternelle, quoi. Ouais, totalement, totalement. Michel Berger, c'était une figure paternelle, vraiment, vraiment. Donc à partir de là, à quoi ressemblait votre vie? Pendant 2 ans, je tiens le choc. Je tiens le choc. Je sors un nouvel album où il y a justement une chanson dédiée à France et Michel qui s'appelle Apprendre à vivre sans toi, qui marche. Je fais cet album. J'ai contact avec France, bien entendu. La chanson, on l'entend. Je n'annonce pas que c'est une chanson parce qu'Apprendre à vivre sans toi, ça peut être sur la solitude, ça peut être sur un amour perdu. Donc j'annonce pas que c'est officiellement pour Berger égal. Et au bout de 2 ans, en fait, je suis pas bien. Je suis pas bien parce que ma compagnie de disques me demande de faire un break d'1 année. Et là, il se passe exactement ce qu'a connu Alexandre, c'est-à-dire des sorties tous les soirs pour tuer le temps. Puisque moi, l'album que j'ai sorti ensuite en 97 était déjà prêt en 95. J'avais déjà 25 chansons de côté. Et on me met au chômage quelque part. On me dit, on va faire un break. Parce que ce break d'1 année est devenu un break de 2 années. Et la personne qui a décidé de ce break dans cette compagnie de disques, en fait, se fait licencier par cette compagnie de disques. Et là, je me dis, mais quel temps gaspillé. Pourquoi? Et c'est ça que j'appelle cette succession de malchance. Et c'est ce qui fait qu'au bout de 8 mois de sortie nocturne, parce que vous savez, quand on est artiste, on nous met des substances dans la main. C'est très facile. On nous met des filles dans les bras et de la drogue dans la main. Enfin, on nous met, qui vous met, c'est... Des rencontres. Je suis pas trop... Ouais. Nocturnes. Enfin, vous Des avez rencontres. vous pouvez dire non aussi. Oui, il faut savoir dire. Non, mais ça, c'est ce que disent. C'est ce que disait mon médecin. Faut être capable de dire non. Mais quand on n'est pas bien, c'est plus facile de dire. Pourquoi vous riez, vous? C'est vrai que parfois, il faut y vivre pour apprendre à dire non. C'est pour ça que vous riez? Non, je rigole. Non, oui, c'est vrai, on peut dire non. Non, je rigole parce que j'adore les intonations de voix de Renaud, en fait. Quand il raconte ses histoires, c'est très imagé. C'est très imagé. Et quand il dit « on me met des filles dans les bras, on me met des substances » Non, ça, j'étais assez grand pour le faire moi-même. Mais mais il y a un truc qui est très drôle, et je viens de y penser. Comme s'il n'en était pas responsable, c'est ça? Non, si, il y a forcément un truc. Je veux dire, on prend pas de la drogue, ou on n'est pas avec des filles sans sa volonté. Enfin, ça n'existe pas. Mais la chanson qu'il écrit « Apprendre à vivre sans toi », je trouve que c'est un truc prémonitoire de ce qui lui arrive après par rapport aux drogues. Et j'y avais jamais pensé, en fait. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais cette chanson, elle était vraiment dédiée à Michel Berger? et à France, oui. Ça parlait vraiment de l'absence. C'était surtout dédié à France, quelque part. Puisque je parlais d'elle. Et je parlais justement de comment on arrive. Elle a une force incroyable, France. Elle a une force incroyable. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Parce qu'elle a une force incroyable. Et après, il faut savoir couper le cordon ombilical avec certaines années. Moi, j'ai coupé le cordon ombilical avec ces années-là parce qu'en fait, c'est des années qui m'ont justement amené à certains... Excès. Oui, à certains excès. Donc parce à que... chaque fois, c'est des excès, et puis vous arrivez à reprendre le dessus, puis à nouveau vous replongez. Il y a eu plusieurs périodes de rédemption. Il y a eu des arrêts. Je veux juste clarifier le fait que quand je dis on en met aux artistes qui sortent la nuit, on met des substances dans les mains, c'est qu'il y a juste des gens pour qui c'est un business. C'est ça que je veux expliquer. C'est que ça n'est pas... On force personne à se droguer ou à boire. Mais il se trouve qu'en France, un dealer d'alcool, il y en a un tous les 100 mètres. Puisqu'il y a un épicier ou un café tous les 100 mètres. Donc moi, j'ai beaucoup d'admiration, par exemple, pour les gens qui ont connu l'alcoolisme et qui arrivent à arrêter. Parce qu'en vérité, la tentation, elle est à peu près tous les 80 mètres en France. C'est pareil pour les fumeurs de cigarettes. C'est très, très complexe d'arriver à arrêter de cloper alors que autour de nous, beaucoup de gens fument. Sur les substances comme la cocaïne que j'ai on ne va pas faire un débat sur toutes les substances. Mais il y a une vulnérabilité quand même. Il y a une vulnérabilité des personnes. Et comment on arrive à s'en sortir, justement, quand on est vulnérable, quand on est tenté, quand il y a autant de tentations? On fait ce que j'ai fait, on consulte. On consulte. Il faut se faire aider. Il faut se faire aider quand on commence à se dire, là, il y a quelque chose que j'arrive plus à gérer. Et à un moment, les gens le disent. Il y a cette phase de déni, j'ai pas de problème, ok, je continue à faire la fête, je consomme. Et il y a la phase à un moment de se dire, je crois que j'y arriverai pas, mes amis, ça suffit pas, ma famille, elle en peut plus, l'entourage est perdu, il faut que j'aille me faire aider. Il y a des gens qui aident. Je pense qu'on commence la bataille contre une addiction quand on a pris conscience que c'est une maladie. Que c'est une maladie. Et parfois, il faut du temps. Il faut du temps. Ouais. Pour sortir du déni. Ouais.
Alors Alexandre, à 23 ans, vous avez encore ouvert un nouveau chapitre de votre vie en ouvrant votre propre boîte de nuit. Alors voilà, je me dis, c'est idéal pour favoriser encore plus d'excès, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et donc la descente a été d'autant plus vertigineuse. Avec qui avez-vous monté cette affaire? Avec monsieur qui est là près de nous. Très bien. Et Et donc, Et ça encore a, été Vous avez un, des cerveaux en Troisième ami, osmose tous les deux. ça a été un triomphe, donc, en termes d'excès? Mais disons qu'avant, les excès étaient encore relativement calmes, si je puis dire. Ça restait de l'occasionnel dans le sens où c'était vraiment durant nos sorties. J'ai toujours aimé sortir, Giuseppe aussi. Celui dont on ne parle pas, dont on parlera probablement plus tard, c'est Jimmy qui était également là avec nous. On a toujours vraiment été de gros sorteurs. Et donc, se retrouver du jour au lendemain patron de discothèque quand on a démarré, voilà Jimmy d'ailleurs, quand on a démarré, ou en tout cas quand on a repris l'affaire, moi j'avais 21, 22 ans, 23 quand on a ouvert, et on était encore certainement beaucoup trop jeunes, et très certainement encore trop immatures que pour se retrouver dans cette position-là. Parce que là, comme tu le dis maintenant, le clopeur ou le gars qui tous les 80 mètres va retrouver un endroit où on vend de l'alcool, nous on n'avait qu'à faire ça. C'était là l'alcool. Vraiment. Alors, il y a une personne qui a travaillé avec vous dans cette boîte de nuit qui s'est également exprimée sur le sujet. On va découvrir de qui il s'agit. J'ai rencontré Alexandre grâce à Jimmy qui m'a appelé pour faire la sécurité dans son club à son ouverture. Alexandre avait beaucoup de charisme. Dès qu'il rentrait dans le club, on savait qu'il était là, il en imposait. C'était facile d'avoir un patron aussi jeune dans le sens où il savait où il allait, il savait faire confiance aux gens par rapport au poste qu'il leur donnait. Alexandre était un fêtard dans l'âme. En général, dans ses soirées, il avait quand même cette prestance en salle, tout en gardant le côté de la fête et en étant proche des gens. Il vivait à 200 à l'heure et ça fait partie du personnage. C'était une bande de potes qui ont ouvert un club dans l'insouciance et dans la folie. Ça a très bien marché au départ, il y a eu de très belles soirées et je pense qu'ils ont peut-être été grisés un peu par le monde de la nuit. Alexandre est parti sur certains chemins et je pense que c'est la meilleure chose, c'est qu'ils aient fermé. Alors, après la revente de votre boîte de nuit en 2008, vous vous êtes lancé dans l'événementiel. Vous faisiez quoi exactement? Mais donc là, vraiment, je continue à aimer l'organisation, mais je voulais effectivement, enfin, on a été, je pense, suffisamment malin à ce moment-là pour se dire, voilà, on est sur la mauvaise voie, donc revendons le club, arrêtons, entre guillemets, toutes ces bêtises. Moi, je voulais continuer, donc j'ai créé une société qui s'appelle VIP Belgium, avec l'idée d'organiser des événements de prestige, on va dire, des événements à la base belge, mais à l'étranger. Donc j'ai commencé en faisant des événements à Saint-Tropez et à Cannes. Et puis petit à petit, les événements qui étaient belges à la base sont devenus internationaux. Et ça m'a permis de rencontrer pas mal de beau monde. Ouais. Alors, l'une de ces célébrités nous a envoyé un message surprise. Salut, c'est Chris. Petit message pour Alexandre. Eh ben, écoute, Alexandre, je sais que tu sors ton livre. Eh ben, je voulais te faire un petit message de soutien. Voilà, ça fait tellement d'années qu'on se croise sur différents événements, que tu m'as raconté ton histoire et tout ça, et la façon où tu t'es battu, où tu te bats pour avancer. Voilà, donc bonne chance, mon pote. À bientôt. Quel est le déclic qui vous a fait abandonner cette vie d'excès? C'est vraiment la santé. Je veux dire, après, heureusement, j'ai pas été dans l'excès non plus durant de nombreuses années. Au final, c'était une période assez courte. Et le fait de se lever le matin avec des douleurs pas possibles, enfin, qui étaient de pire en pire. Et je voyais bien notre état, enfin, tous les deux, étaient vraiment en train de s'empirer de jour en jour. Et on a décidé, en fait, de prendre un peu de recul, de prendre des vacances. C'était la période d'été, donc c'est de toute façon une période calme, en tout cas pour le club à l'époque. Et sans se parler durant ces vacances, on est tous les deux revenus avec la même idée en se disant il est temps qu'on arrête. On a eu la chance de pouvoir revendre correctement. Et puis vous avez connu un drame aussi concernant l'un de vos amis proches. Ça a été pour moi un déclic complet. Donc c'est le 1er août 2011. Ça, j'oublierai jamais ce jour-là.
Jimmy, donc, qui faisait partie de notre bande depuis des années, qui était aussi, moi qui ai continué dans l'événementiel, donc Giuseppe c'est un peu rangé, il a fait sa vie de famille, moi j'ai vraiment continué grosso modo dans ce secteur-là. Jimmy a toujours été là pour moi, pour m'accompagner. C'était mon homme de sécu, mon homme de confiance, celui qui était suffisamment fort que pour m'amener partout où je voulais aller, accessibilité ou non. Donc voilà, c'était un frère, un ami, enfin tout ce qu'on veut. Et puis ce jour-là, oui, je sors de chez moi pour aller réserver les vacances avec Salvatore. Je reçois un coup de fil du chef de sécurité de la société pour laquelle il travaillait, qui me dit, bah, tout comme toi, hein, t'es au courant? Bah, au courant de quoi? Et là, on me dit, bah, c'est Jimmy. Il est mort, donc déjà, premier coup. Et puis, on me dit ensuite, il n'est pas mort tout seul. On a aussi tué sa femme et leur bébé. Et ils ont tous les trois, semble-t-il, été assassinés. Voilà, c'est ce qu'on me dit au départ, j'en savais pas plus. Et qui était responsable de cet acte? Ben, y a toujours une histoire qui est en cours, un procès qui, j'espère, va avoir lieu. Donc ce choc psychologique a été peut-être un déclic pour Alexandre? C'est probablement un facteur, ouais, c'est un facteur, mais je pense qu'Alexandre aussi a cette force. Il a un mental super fort, hein, Alexandre, hein, on le voit depuis le début. Et je pense qu'il y a d'autres facteurs qui jouent. Il y a aussi son entourage. Giuseppe qui a peut-être joué aussi un rôle dans la construction ou la reconstruction. Il y a un phénomène de rédemption chez Alexandre qui est assez impressionnant. Un mental super fort, quoi. Ça joue quand même. Donc aujourd'hui, vous avez monté une association pour aider des personnes à mobilité réduite à voyager. Comment vous est venue cette idée? Mais donc, c'est entre guillemets la seule petite entre guillemets note positive que j'ai envie de tirer du meurtre de Jimmy et de sa famille. C'est que vraiment, quand c'est arrivé, j'ai eu besoin de prendre du recul. Et je suis parti quelques mois aux États-Unis. Et là, j'ai vraiment réfléchi. Je suis parti tout seul en me disant j'ai besoin de réfléchir à ce que je veux faire de ma vie, entre guillemets. Et je me suis dit, voilà, là, j'amuse la galerie. C'est clairement ça. Je fais des événements pour ce qu'on appelle les beautiful people. Est-ce que c'est ça que j'ai envie de laisser comme trace si maintenant, demain, c'est moi qui devais me faire tuer ou si je devais avoir à nouveau un accident ou quoi que ce soit? Et je me suis dit, ben non, j'ai envie de faire autre chose, de laisser une marque un peu plus solide et tangible que ce que je faisais. Et donc, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire pour aider les autres ou pour faire, en tout cas, quelque chose d'utile. J'ai toujours été passionné de voyage. Avant mon accident déjà et après mon accident, j'ai vraiment continué à beaucoup voyager grâce à mes parents aussi qui m'ont toujours amené partout où ils pouvaient. Et forcément, voyager quand on a des problèmes de mobilité, ce qui est censé être un rêve peut très très vite tourner au cauchemar, pour des raisons diverses, mais en général c'est l'accessibilité. Donc je me suis rendu compte d'une chose, rendre le monde accessible, c'est pas possible. Par contre, ce qui se produit souvent, c'est qu'on nous donne la mauvaise information. Moi, ça m'arrive tout le temps de voyager, je contacte l'hôtel, le transport, le site à visiter, enfin peu importe. On me dit oui, il n'y a pas de souci, c'est accessible. J'arrive sur place, évidemment, ça l'est pas. Donc vous avez fait quoi, un guide de l'accessibilité? Donc voilà, j'ai créé une association qui s'appelle Wheeling Around the World. J'ai contacté, avec l'avantage d'avoir ce carnet d'adresses d'événementiel, j'ai pu contacter des personnalités qui m'ont aidé à parrainer l'association. Et donc l'objectif vraiment à court ou moyen terme, c'est d'arriver à créer la plus grande base de données de personnes à mobilité réduite au sens large. Pas forcément les gens en fauteuil roulant. Ça peut être une femme enceinte, ça peut être quelqu'un de moins... D'accord. Voilà, moins donc toutes les infos. Je vois le regard de vos parents sur vous très admiratif. Oui. Vous êtes très admiratif d'Alexandre. Alors, on a une nouvelle petite surprise pour vous. Aussi. Regardez. J'ai beaucoup de respect et j'admire profondément Alexandre. D'abord pour sa détermination, sa force intérieure et extérieure, la résilience qui lui a permis de surpasser les épreuves terribles de la vie qu'il a dû traverser, et puis sa gentillesse profonde. C'est un altruiste, c'est un garçon sensible, fidèle, et je l'admire et à mon petit niveau j'essaie de le soutenir, même de loin parfois, mais voir ce qu'il fait nous donne finalement plus de force à nous qu'on lui en donne réellement. Donc
Alexandre, bravo, bonne continuation. Ton ouvrage est fort, percutant, vrai, et je crois que tu es aussi un exemple pour nous tous. Bravo. Donc c'est le parrain de l'association. Comment vous l'avez rencontré, Nikos? C'est marrant parce que je n'osais pas le dire vu que c'est une chaîne concurrente. Mais donc effectivement, Nikos est le parrain de ma fondation. Et je l'ai rencontré en fait dans le cadre d'événementiel, justement. C'est là où j'ai pu rencontrer pas mal de monde. Dans le cadre des Energy Music Awards, on s'est vu une première fois. Je lui ai présenté le projet et ça a très vite accroché. Voilà. Je lui ai parlé de la Grèce, c'était le point sensible. Je lui ai dit que je voulais aller en Grèce, mais que c'était pas un pays forcément très accessible. Et puis voilà, puis on s'est revus. Alors, en préparant cette émission, nous avons également reçu pour vous un message du bout du monde. Vous avez une petite idée de qui il s'agit? Du bout du monde? Ouais. Bah, regardez. Bonjour Alex, c'est Tibaline de la Maison Chance au sud du Vietnam. Durant tes quelques mois avec nous, tu étais chargé de mettre en place nos 7 chambres d'hôtes adaptées aux personnes se déplaçant en chaise roulante. Aujourd'hui, les chambres sont fonctionnelles et nous avons même des périodes où toutes les chambres sont occupées. Tu es bien sûr toujours le bienvenu pour y faire un séjour. Tu verras, la qualité de nos services s'est bien améliorée. Tu as dit, avant de venir, je pensais que j'allais vous apprendre beaucoup de choses, mais après avoir passé 4 mois avec vous, j'ai réalisé que c'est vous qui m'avez appris beaucoup de choses. Bravo pour ton livre! Alors, qui est cette dame? Alors, elle s'appelle... je suis un peu ému de l'avoir vue. Elle s'appelle Pourquoi vous êtes ému comme ça, tout d'un coup? Non, mais c'est marrant. Toutes les autres surprises, ça vous a pas ému Bah du aussi, tout? si. Non, mais pourquoi elle en particulier? Elle et les autres, surtout, voilà. Ah bon? Parce que c'est des gens qui m'ont beaucoup appris. Et c'est vrai ce qu'elle dit. C'est ce que je leur ai dit en partant d'ailleurs. C'est que je suis arrivé là-bas plein d'ambition en me disant je vais aider des gens, c'est génial. Et je suis reparti en me disant c'est tout l'inverse, c'est eux qui m'ont aidé. Parce que je me suis rendu compte aussi que ils n'ont vraiment rien. Ils sont handicapés comme moi, donc c'est pas ils sont pas valides, ils ont le même handicap, voire même pire. Sauf que moi, j'ai encore la chance d'évoluer dans un milieu où je peux voyager, où je peux faire ce que je veux, où je peux être actif. Eux sont des gens qui bossent 14 heures à 15 heures par jour, 7 jours sur 7, qui font de la confection de petites choses, donc c'est pas le boulot le plus... C'est au Vietnam, là. C'est au Vietnam. Je suis parti faire une mission bénévole de presque 6 mois là-bas, dans des conditions pas toujours simples, surtout à mon arrivée. Et en fait, ils m'ont appris énormément et je me suis rendu compte que j'ai mon handicap, j'ai pas eu de chance à ce niveau-là, mais j'ai quand même toujours beaucoup de chance. Et donc voilà, donc c'est ce que je leur ai dit en partant, c'est que je suis venu pour les aider, mais c'est eux qui m'ont aidé au final. Et la maman est aussi émue. Pourquoi tout d'un coup, à ce moment-là, vous aussi... Je ne m'y attendais pas. Et elle a changé tout à fait la vie d'Alexandre, je dois dire. Quand il est parti là-bas, il est revenu complètement différent. Ah ouais? J'apprécie beaucoup. Renaud, quel a été le déclic qui vous a permis de réagir et d'abandonner vos vieux démons? L'envie de vivre, l'envie de continuer à créer, la gêne d'avoir laissé quelque part la place à d'autres artistes de la même génération que moi, la gêne de ne pas m'être battu, en fait. C'est de la lâcheté. La fuite en avant, c'est une lâcheté. J'avais peur de lutter avec les programmateurs de radio, les programmateurs de télé, avec des chanteurs de la même génération qui chantent plutôt pas mieux. Bonjour à eux. Et, mais c'est plus facile de se détruire, en fait. Et à un moment, il y a un truc où on se dit, pour que je sois encore en vie avec les bêtises que j'ai faites, c'est qu'il y a une force supérieure qui veille sur moi et qui me fait comprendre que j'ai pas fini mon travail, que j'ai pas fini de communiquer quelque chose. J'ai monté une école de chant et de batterie, j'ai écrit des bouquins, je fais des conférences préventives, je fais des disques, même si ça c'est moins qu'à une époque où j'étais plus médiatisé, et en même temps je me sens plus heureux comme ça parce que c'est moi qui décide, et il n'y a pas un directeur artistique qui saute 6 mois après ou un service promo qui saute 6 mois après. Donc j'ai une espèce de liberté de création qui me va bien, comme un artisan. Est-ce que vous avez retrouvé un mentor ou quelqu'un qui vous donne envie, d'avoir envie, comme dirait notre Johnny National?
Je pense que c'est un secret de Polichinelle de dire que j'ai fait 1 an et demi de thérapie avec Laurent, qui est là, qu'on a fait des disques ensemble, qu'on a un album qui pour moi a Des plus... disques ensemble? Moi, j'ai écrit les textes. Alors, c'est pas de la publicité, on fait pas de publicité, mais on est comme des neurones miroirs. Moi, j'appelle ça des neurones miroirs. C'est-à-dire qu'on arrive l'un et l'autre à ressentir des choses. C'est-à-dire C'est pas que une vraie vous- thérapie. Vous êtes des âmes sœurs? Des On est âmes plus jumelles? plus que ça, des neurones en connexion. Ah, des neurones en connexion, ça existe alors, ça? Il est psychiatre, c'est compliqué à décoder. Moi, j'essaie de le recadrer, mais pour qu'il parle pour les êtres humains normaux. Non, mais chez les êtres humains normaux, ça s'appelle des âmes jumelles, par exemple. Ouais, on est des frères. Ouais, c'est ça. On est des frères, on est des frères. C'est pour ça que c'est pas une vraie thérapie, c'était plutôt du coaching. On faisait des séances de 4 heures, hein, où on parlait. Il venait à l'autre bout enfin, il était à l'opposé. J'allais à Villejuif, à l'hôpital Paul Brousse, et en fait, j'ai jeté sur la table le truc. Laurent m'a poussé à écrire. Initialement, je devais écrire à chacune de mes consommations de substances. Et il a bien vu qu'au bout de 2 mois, ça m'emmerdait. Et il me dit, écris un bouquin. J'ai écrit un bouquin. Donc aujourd'hui, c'est terminé. Comment vous résistez aux tentations? Le singe, il est sur l'épaule. On a une chanson qui s'appelle Le singe sur mon épaule, qui figurera dans un double album et une comédie musicale que je suis en train de finaliser actuellement, qui s'appelle Rockstar, où je vais au bout du chemin. C'est quoi le singe sur l'épaule? Le singe sur l'épaule, ça veut dire qu'un addict reste toute sa vie un ancien addict. Un addict reste toute sa vie un ancien addict, et ça veut dire que tous les jours que Dieu fait, je pense à ce que j'ai connu au niveau des excès. Ça veut dire que tous les jours, il faut que je me dise que justement la création est plus importante que qu'écrire est plus important que faire des chansons, faire des bouquins, communiquer mon art à des gens qui ont envie Il faut que vous d'apprendre. disiez ça pour vous faire passer l'envie de consommer. Il faut faire autre chose, bien sûr. C'est dramatique à C'est dire. très mais global, hein. C'est très Ouais. global, mais ça intervient chez les gens. Mm. Et notamment les conférences de prévention, aller parler aux gens des méfaits. Mm. Renaud, il cite toujours une très belle phrase de Jean-Claude Van Damme, mais il vous la citera lui. J'adore les grands philosophes. Van Damme, il dit un truc très vrai. Moi, j'ai vu une interview de Jean-Claude Van Damme, merci de me relancer là-dessus. Il dit un truc, je le vois faire une interview un jour sur une chaîne de télé, et il fait avec son accent belge, alors je ne l'imite pas très bien, hein, il fait la drogue, c'est pas bien la drogue. C'est un message fort. Hein. Le mec a tout dit. Le mec a tout dit, c'est mal. Et c'est tellement dur d'arriver à comprendre que c'est mal. Mon cerveau se rappelle qu'une entrecôte frite, c'est très agréable à manger. Eh bien, mon cerveau se rappelle également que mes premières prises de substances étaient formidables. Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus une goutte d'alcool, plus rien? Ça veut dire que j'essaye d'éviter tout ce qui me fait penser à des choses que j'ai vécues et qui pourraient encore me tenter. C'est très complexe. Vous vous sentez être un ancien addict, vous aussi? Je pense que la période, oui, forcément, mais à nettement moindre échelle que Renaud, puisque ça reste une période relativement courte. Donc, voilà, ça fait des années qu'on n'a plus, que moi, j'ai plus touché de drogue ou quoi que ce soit. Ouais. Et j'ai plus le besoin, en fait, de... Je trouve mon plaisir ailleurs, voilà. Alors, on va regarder un extrait de votre enregistrement, Renaud, de votre enregistrement en studio. C'est ma rédemption. N'oublie pas, chemin vers ma liberté. Résurrection. Un retour à la dignité. C'est ma rédemption. Salut d'une âme égarée. Une résurrection. Dernière chance à ne pas rater. Je me déteste quand tu n'aimes rien. Chemin vers ma liberté. Mais tu ne le vois pas. Résurrection. Je suis l'ami que tu ne dois pas avoir. Un retour à la dignité. Lorsque tu crois du moi. C'est ma rédemption. Je t'offre le ciel ou l'enfer. Le salut d'une âme égarée. Une résurrection. Je serai un artiste. Dernière chance à ne pas rater. Je serai une rockstar. La voix est toujours là. La voix est... Alors,
Je suis béni des dieux, vraiment, vraiment. Que dirait Michel? Je pense que Michel serait très fier parce que je pense que la comédie musicale, enfin l'opéra rock qu'on prépare actuellement est ce qui est de plus, on va dire, proche de ce qui a été fait dans Starmania par rapport à ce qu'on a entendu les années qui ont suivi. Aujourd'hui, on prend un personnage, un grand personnage, voilà, connu, et on décline ça à travers des chansons qui, globalement, n'ont pas grand rapport avec la vie du personnage, et on fait une espèce de, voilà, de construction comme ça autour d'un thème. Là, on prend un risque énorme, c'est qu'on fait un spectacle préventif, on fait un spectacle sur le rêve d'un adolescent qui veut devenir une vedette, donc on fustige quand même aussi la télé-réalité quelque part. Donc on fait un truc très tendancieux, et en même temps on fait un truc qui est un aboutissement pour moi. Je vois pas ce que je peux faire d'autre après dans la musique. Là, après je ferai, je sais pas, charcutier ou psychiatre. Mais j'ai des Mais idées sur pour ce toi. plateau, J'ai pour des idées pouvoir pour voir toi. Sophie le Pour lui plus faire des régulièrement entrecôtes. possible parce que Des entrecôtes. parce que je kiffe. C'est vrai? Ouais, ça me fait plaisir alors. Alors, on a un petit message surprise de votre équipe. Coucou Renaud, c'est Sarah Jade. Écoute, je te fais des gros bisous. Je pense fort à toi et toute l'équipe de Rockstar est avec toi à 100%. Donc voilà, lâche rien. And keep on rocking! Comme tu le sais, voilà, j'ai commencé à faire ce job il y a 25 ans, à être un artiste sur scène depuis 25 ans grâce à toi, puisque j'ai vu la version de Ziggy dans Starmania de l'époque. Et voilà, donc je suis très très fier et très content que tu m'aies fait confiance et de participer à l'aventure Rockstar. Salut Renaud, je voulais juste te dire que je suis très heureuse d'être avec toi sur ce beau projet. Je te fais plein de bisous. Salut Renaud! On a hâte de commencer les répétitions. Tu es notre rockstar à nous! Oh les Gros lèche-cul, bisous. c'est une horreur. C'est n'importe quoi. C'est pas vrai. Ils ont pas du tout hâte, Renaud. C'est n'importe quoi. Bonjour chez toi. Ils ont l'air sympathiques. Et le travail avec Laurent, c'est terminé? Il y a quatre textes écrits avec Laurent Carilla sur Rockstar. J'ai voulu dépasser le cadre du ghetto du rock pour le faire sur un spectacle populaire. Probablement une idée qui aurait séduit Jean-Luc Delarue. Je pense. Certainement. Ouais. Ouais. Merci à tous pour la sincérité de vos témoignages. Merci d'être venus nous voir et bravo pour ce parcours. Merci à vous tous pour votre confiance. Merci et bravo à Laurent. N'oubliez pas la rubrique Toute une histoire dans version féminin ce week-end. Et un jeu concours vous attend sur le site de france2.fr et vous permettra de remporter une tablette tactile. Bonne chance à tous. Dans quelques minutes, sur le petit plateau de l'Histoire continue, nous accueillerons Trésor, Eric et Céline qui, malgré leur cécité, viendront nous donner une belle leçon de vie. À tout de suite. Merci. Bravo. Bientôt, au sommaire de Toute une histoire, Constance, Corinne et Johanna disent avoir vécu une aventure avec leur idole. Je l'ai rencontré en 85. J'ai écrit une longue lettre de 5 pages et j'ai laissé la lettre sous la porte. À la fin, avec mon téléphone, j'ai été chez lui et ensuite il m'a invité au resto. Ma rencontre s'est faite à l'aéroport de Genève. Lui débarquait et je lui ai simplement posé la question, est-ce que je peux vous aider? Il m'a dit non, mais par contre, tu peux me donner ton numéro de téléphone. Et je lui ai donné. Il y a eu une première fois en 2001 où il fait une séance de dédicace. Quand je suis arrivée devant lui pour qu'il me signe mon autographe, à la fin de ça, il m'a dit, est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone? Genre, il m'a appelé. Il m'a demandé donc de monter dans sa voiture, j'étais à Las Vegas. Je me suis assise à côté et il me gardait dans ses bras. Voilà, puis à un moment donné, il m'a embrassée. On a souvent mis leurs paroles en doute. Mais il y avait eu beaucoup d'histoires avant, les gens ont dit qu'on allait se marier, tout était complètement faux. L'histoire de Johanna a été médiatisée aux États-Unis en 2003, donc du vivant de Michael Jackson. Ils ont eu simplement une relation qui était ce qu'elle a été. Mais ce qui compte pour elle, c'est le souvenir de cette aventure. Il adorait mon prénom parce que comme c'est une qualité, il y avait un jeu de mots, il m'a écrit un poème. How are you? It's Michael. Thank you. I love you. Bye bye. On se voyait le soir, après une journée normale. J'étais séduite. J'étais séduite par la personne. C'était une jolie personne. Toute une nuit, faire avec toi le plus long, le plus beau